Salut à tous. Comme vous devez sans doute le savoir, surtout si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je suis encore une fois cette année allé au Hellfest. Et comme désormais, a priori, je suis un YouTuber, je suis obligé de vous faire une vidéo sur le Hellfest. Enfin ça c'est ce que, a priori, je vois sur les autres chaînes YouTube. Bon, mais moi je suis pas du genre à vous prendre pour des jambons. Du coup j'ai cherché un sujet qui ait un rapport avec la chaîne. Le jeu de rôle, entre autres. Et je me suis posé cette question... Est-ce que les rôlistes et les métalleux, ce sont les mêmes personnes? Est-ce que c'est le même combat? Petite précision ultra nécessaire. La notion de geek a beaucoup évolué en 30 ans. Moi, quand je vous parle de ça, je vous parle de la version des années 90 de la bête. Dans l'ère pré-web. Bien avant la DSL. Le geek, passionné de jeux de rôle, d'informatique, de films, de séries, de SF, de fantasy. Ah, celui qui devait forger sa geekitude à la force du poignet. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Bref. Être un geek était à la fois très difficile et un véritable suicide social. Il n'y avait pas de meilleure méthode pour être sûr, à coup sûr, hein, de ne pas avoir de petit ami ou même d'amis, ou pas être invité au boom du collège. Le geek talon, c'est une espèce de gros monsieur qui fait surtout pas de sport. À la limite un maigrichon, qui fait pas de sport. Et donc qui est passionné par l'informatique, hein, qui démonte et qui remonte des ordinateurs les yeux bandés, qui connaît les répliques de chacune de ces séries de science-fiction sur le bout des doigts, qui parle donc klingon ou elfique ou les deux, au choix. Et donc, surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui écoute du métal. Et oui, une musique très controversée à l'époque, comme toutes les cultures pop qui aujourd'hui sont si à la mode. En fait, le geek, il s'intéresse à toutes les cultures rares et controversées. Voilà. Ce qui l'intéresse, c'est la recherche du diamant brut. La découverte. Il veut se forger un avis personnel. Et surtout, il veut tout voir avant tout le monde. Tout d'abord, un geek, ça n'est plus rare. Bien au contraire. Et ça devient assez difficile de définir ce qu'est un geek. Tout le monde se revendique geek. C'est pas un mal dans un sens. Mais d'un autre, il y a une espèce d'antinomie. Le contenu qu'on pourrait qualifier de geek est absolument accessible à tout le monde. C'est devenu mainstream. Que vous ayez Netflix, Disney+, des DVD, des fichiers MP4 récupérés sur des disques durs, ça se fait encore pour certains vieux geeks. Que ce soit les rayons entiers de Cultura, la Fnac et autres Leclerc Culture, qui vous permettent d'accéder à des BD et des romans de SF et fantasy par rayon entier, non, ça n'est plus difficile d'accéder au contenu rare. Et du coup, une certaine forme de geekitude a disparu, puisque la notion de rechercher, trouver, être le seul à connaître, s'être intéressé à un truc que les gens connaissent pas, tend vraiment à disparaître. Et maintenant, il faut pas 3 jours pour qu'une nouvelle série sur Netflix qui mérite le succès ait son succès. Vraiment. Moi, à l'école, il y a plein de gens ne savaient pas ce que c'était que Alien. Aujourd'hui, pour passer à côté, il faut se lever de bonne heure quand même. Du coup, les geeks sont à la mode, hein, voilà, c'est comme ça. Et puis ça allait pas manquer, et ça allait pas tarder à ce que le métal finisse par pointer son petit nez dans le mainstream courant, alors que ça fait une bonne vingtaine d'années qu'il était passé sous les radars. Et voilà, c'est fait. C'est tellement dans l'air du temps que je me suis fait prendre de court par Stranger Things, et puis même par Geek Magazine, qui a sorti un excellent magazine sur le geek et le métal. Voilà. Donc, je vais devoir me concentrer sur ce qui m'intéresse, moi, et ce sur quoi j'ai un tout petit peu de crédibilité, c'est le jeu de rôle. La question est donc, y a-t-il un rapport entre les rôlistes et le métal? Alors, pour moi, c'est une évidence, mais il y a un petit peu de la triche là-dedans, parce que je suis tombé dans le métal en 88-89, en écoutant du Iron Maiden, chez deux amis, jumeaux et rouquins, qui étaient rôlistes.
One Point. Mais je suis définitivement tombé dedans plutôt vers 91, hein, avec la sortie successive de Fear of the Dark, du Black Album de Metallica, des concerts de Guns N' Roses à Paris, de Wayne's World, et donc par conséquent du Glicky Joe, enfin, l'escalade. D'après Ségolène Royal, j'aurais dû finir égorgeur de chatons dans des rituels païens au fond d'une cave pour invoquer Satan, ou Seth, tiens. C'est beaucoup moins has-been. Ouais, pas de bol. Je suis devenu chef d'entreprise. Et j'ai même pas le bon goût de me droguer. Bref, comme promis, je vous ferai un épisode hein, sur la chasse aux sorcières des rôlistes en France. Mais c'est un sujet qui est beaucoup trop important et beaucoup trop copieux pour être traité juste comme ça, là, en quelques lignes dans cette vidéo. Donc, pour pouvoir comprendre la suite tranquillement, on va partir du principe que tout ce qui est dit dans Stranger Things saison 4 est vrai. Enfin, pour la partie chasse aux sorcières des rôlistes, hein, entendons-nous bien. Bon, voilà, ça c'était vrai en France en 1994. Le métal fait donc intimement partie de ma vie, et ce depuis longtemps maintenant, et donc il était tout à fait naturel pour moi d'intimement le lier au jeu de rôle. Et oui, mais je suis désormais un chroniqueur, enfin j'espère. Voilà. Donc il va falloir que j'aille un petit peu plus loin que ça. Et donc j'ai décidé d'aller éprouver ma théorie au contact de la réalité. J'ai donc interviewé une bonne douzaine de personnes au Hellfest cette année. Vous savez, ce tout petit festival de métal qui a lieu à Clisson maintenant depuis une bonne quinzaine d'éditions. Comme vous allez pouvoir rapidement le constater, le jeu de rôle n'est pas du tout inconnu en terres infernales. Je sais pas si c'est les 2 ans de Covid, mais j'ai vraiment l'impression que cette année, c'est blindé de monde. Peut-être moins de mecs qui décuitent au camping, ou je supporte peut-être moins les gens. Ouais. Enfin, je sais pas trop. Il y a des moments, c'est étouffant. Bon, si vous voulez mon avis sur le Hellfest, puisque ça se fait de donner son avis sur le Hellfest quand on a une chaîne YouTube, pour moi, c'est le paradis jusqu'à 16h, et puis après, vaut mieux éviter la viande saoule. Je suis pas là pour vous expliquer c'est quoi le Hellfest, hein. Il y a des vidéos à l'appel sur YouTube pour vous expliquer en long, en large et en travers de quoi il en retourne. Hein. De mon point de vue, le festival il est cool. Alors les festivaliers laissent à désirer. Pas tous, loin de là. Mais la minorité alcoolisée et irrespectueuse pourrit la vie à ceux qui sont là pour la musique. Parfois, vous entendrez parler du métal comme étant une grande famille, et cela est totalement vrai. Une famille qui comporterait un cousin attardé, un oncle snob, une mère nymphomane, un père vulgaire, une sœur psychopathe. Voilà, et tout ce petit monde serait réuni pour un interminable repas de Noël où tout le monde s'engueulerait sur la date exacte où on a changé les soupapes de l'AR-16. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, d'accord? Tout le monde est le compte de quelqu'un, hein, et les places sont interchangeables en fonction du point de vue de chacun. Hein. Pour moi, par exemple, j'arrive pas à m'entendre avec les punks et les metalcoreux. Voilà. Ce qui fait de moi une espèce de connard de bobo parisien pour la dite population. J'ai quand même eu la joie de voir Alice Cooper en première loge. Et Megadeth. Comme si j'étais sur scène pour accompagner Megadeth. Par contre, j'ai aussi vu une armée d'abrutis pogotés sur Shoemaker de Nightwish. Bref, faut de tout pour faire un monde. Donc, en fonction des styles, l'ambiance peut changer du tout au tout. Mais trêve de banalité. Si je prends un festivalier au pif, ça donne quoi? Gimli, Philly, Killy, Bifur et Bourbure, Gimli, Letty, Thorin et Ballan. Et voilà. Après, voilà. Après j'ai fait des jeux de rôle, mais c'est avec des potes qui étaient Game Master. C'était des jeux de rôle. Voilà, la plupart du temps c'était du médiéval, mais... C'était le mari de ma marraine, gros geek, fan de métal, j'avais 8 ans et il m'a dit bah... En fait il m'a initié à Magic. Et un soir à la boutique où on achetait nos cartes Magic, il m'a dit bah on reste ce soir, je vais jouer à Call of Cthulhu. Et je connaissais pas du tout. Donc en fait je les ai juste regardés jouer au début et j'étais vraiment fasciné par le fait qu'ils rentrent dans leur personnage, l'action dans laquelle ils sont, c'est la leur en fait. Et ça m'a vachement plu, donc en grandissant, vers 12-13 ans, je lui ai demandé de m'apprendre à faire du jeu de rôle. Je connais pas les règles vraiment très pointues. Mais voilà, il m'a initié à des règles un peu simplifiées pour les pré-ados, pour commencer. Et ça m'a donné envie après de lire le livre de Lovecraft, ce genre de choses. De faire du AD&D aussi.
Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, quoi. Bah, bon, donc, ok, dès le début, là, lien direct entre le jeu de rôle et métal. Enfin, somme toute, c'est assez logique, hein. D'ailleurs, vous savez quels sont les points communs entre un métalleux et un rôliste? 1. Ça n'aime pas trop bouger pendant la journée. Ça préfère la nuit. 2. Ça a eu un moment ou un autre quelques problèmes avec la religion catholique. 3. Ça dépense son argent n'importe comment en figurines collector. Ou en vinyle, CD ou autre babiole goodies. 4. Ségolène Royal est contre. 5. C'est chaud pour trouver une copine. Enfin, surtout dans les années 90. 6. C'est majoritairement des mecs, hein, quand même. Même si ça évolue vachement statistiquement. 7. Et le point le plus important, ça utilise tout un langage très élaboré basé sur des mots que la plupart des non-initiés ne peuvent pas comprendre. Troublant, non? Bon allez, voyons d'autres cas. Jeu autour d'une table avec des dés et un scénario et du fantasy, du steampunk, du Star Wars, tout ce monde-là, quoi. T'as déjà joué? Ouais. Beaucoup? Beaucoup. Entre mes 16 et 26 ans à peu près. Des beaux souvenirs? Des beaux souvenirs? Des nuits entières à jouer avec sur les scénarios Warhammer, accompagné des fois d'un peu d'alcool, mais bon, on tenait toujours la route pour aller jusqu'au bout du scénario, quoi. Et on pouvait passer facilement 12 heures non-stop à jouer. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre le métal, la culture geek et notamment le jeu de rôle? J'ai découvert les deux quasiment la même année. J'ai découvert Iron Maiden et en même temps j'ai découvert les jeux de rôle. Donc est-ce qu'il y a un lien? Après si on écoute beaucoup de heavy metal, de speed metal, c'est souvent dans leurs chansons ils parlent souvent d'heroic fantasy et ça se rapproche beaucoup des univers des jeux de rôle. Ok, alors je vous vois venir, vous êtes en train de vous dire que j'ai sélectionné des gens exprès pour que ça aille dans mon sens. Eh ben non. D'ailleurs, la preuve, j'étais en train de baver devant un collector de Nightwish au stand de Nuclear Blast quand tout à coup... Je sais pas s'il y a un geek qui se cache dans chaque métalleux, parce que faire une énorme généralité comme ça, c'est quand même très réducteur. Mais ouais, il y en a quand même pas mal. Et après, ça va être geek de plein de trucs différents. Alors ça peut être jeu de rôle, ça peut être du jeu vidéo aussi. Je pense que les deux univers sont liés. J'ai vu beaucoup de geeks de guitare à côté avec nos amis de SP par exemple. On est tous geeks de quelque chose, ouais. Je pense que en étant métalleux, t'as un côté geek obligatoire et un peu assumé quoi qu'il arrive, quoi. Donc toi, tu as déjà pratiqué du jeu de rôle? Dans ma prime jeunesse, oui, ça fait très longtemps, mais j'ai commencé avec les livres dont vous êtes le héros, donc tu allais de page en page, etc. Et puis après, j'ai enchaîné avec les jeux de rôle, c'était les week-ends avec les copains jusqu'à tard le soir, où ouais, tu avais un peu ta vie parallèle, c'était assez marrant du coup de faire tout ça. Et en y repensant, je pense que tous mes copains qui faisaient du jeu de rôle étaient aussi mes copains de métal à l'époque. On commençait tous à écouter les trucs... on était jeunes, des kids, donc on écoutait du Guns N' Roses, du Nirvana, on était un peu dans ce même truc, et puis on faisait nos jeux de rôle, c'était un peu la BO des soirées, du coup, Heroic Fantasy. Ah, je suis trop grand, tu es trop petit. Ça va, c'est possible, pas dans le même cadre. Alors on avance. Ces plans-là, je trouve qu'ils sont géniaux, tu sais. Je vais direct dormir chez vous. On a plein... Crespo! Crespo! Ça, c'est petit. Tribulation, la découverte du festival. J'ai surkiffé ce concert, et en règle générale, le public des tentes est plus respectueux de ses voisins. À ce concert, on s'est arrangé pour laisser passer les plus petits devant. Je suis resté du début à la fin à la barrière, j'ai même pas pris un coup de coude. Inimaginable au main stage passé 16 heures. Après le concert, je suis donc allé au merchandising. Voilà, deux grandes tentes dans lesquelles
une cinquantaine de stands se battent pour vous vendre une armée de goodies basée sur le métal, allant du patch, de la veste, de la corne pour boire la bière, du t-shirt, du vinyle, du CD, du collector qui vaut une blinde. Voilà, on n'a jamais assez de sous pour acheter tout ce qu'on aurait envie. Mais bref. D'ailleurs, petite parenthèse, j'étais assez déçu parce que ça se renouvelle pas bien d'une année sur l'autre. C'est quasiment tout le temps les mêmes stands. Voire même des fois avec le même facing qu'ils font systématiquement. Alors, du coup, moi qui ai une bonne mémoire visuelle, je trouve ça un peu lassant. Enfin, bref. J'en ai profité pour tracker le rolliste en me disant tiens, une petite interview, vite fait. Et là, pas de bol. J'ai pas croisé un rolliste. Mais 2. Et guitaristophile en plus. Ouais. Ils vendaient du matos de guitare incroyable. Alors, il n'y a pas forcément un rapport entre le métal et le jeu de rôle, mais disons qu'ils fédèrent un peu de la même manière et le même genre de personnes, j'ai l'impression. Et donc toi-même, tu pratiques du jeu de rôle quand même? Alors oui, je suis rôliste ouais, depuis une trentaine d'années à peu près. Avec les donjons pour commencer, même l'œil noir, JRTM, etc. Et aujourd'hui, on a continué. Nos enfants sont rôlistes aussi. Ça fait un peu geek, mais ça leur plaît bien. C'est ça le truc de fou, c'est que avec Seb en particulier, donc avec qui je viens de parler, on a fait des campagnes à AD&D, quoi, où on est allé, on dirait, au bas mot une dizaine d'années, avec les mêmes personnages, donc qui ont grandi, qui sont partis du niveau 1 jusqu'au... On les a pas très haut, hein, on a été très honnête sur les points d'XP affiliés, donc on a fini entre 14 et 16, niveau 14-16. Ce qui est sympa, ça fait des semi-orques, enfin moi j'étais semi-orque le barbare, avec 8 ans d'intelligence et 150 points de vie, voilà, c'était... Le gars qu'on voit devant, lui c'était le guerrier, donc la boîte de concert, quoi, le tank. Et du coup, tout ça avec des musiques forcément en fond. Et donc il y avait des musiques de films, donc forcément il y avait des musiques de Conan, il y avait pas mal de trucs, et puis forcément du métal derrière pour pousser un peu les scènes d'action. Est-ce que d'après toi, il y a une corrélation entre la culture geek et notamment les vrais geeks, hein, c'est-à-dire Star Trek, Star Wars, jeux de rôle, ordinateur et le métal? Je pense qu'il y a une vraie corrélation. J'avais ici interviewé donc celui qui gère la chaîne Metalliqua, donc tu vois, qui parle de métal et qui va parler justement de différents styles, différents courants, et qui a un gros tatouage donc avec Dark Vador, les Troopers, voilà tout le truc. Je crois même qu'il a Palpatine, enfin voilà, une épaule totalement Empire, donc il me disait oh mais je suis team Empire, moi je suis plus team Lex Luthor. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça à avoir effectivement cette culture geek, en particulier dans alors soit dans les métal plutôt peut-être extrêmes, donc aujourd'hui qui va plutôt parler du côté du Seigneur des Anneaux, des séries comme Vikings ou des trucs comme ça. Je pense que Seigneur des Anneaux ça va être plus justement ce côté-là, quoi. Après tu vas avoir les côtés peut-être un peu plus prog. J'ai l'impression qu'il y a des courants métal qui vont coller à différents styles geeks. Power metal, fantasy. Voilà, c'est la fantasy, mais tout ce qui est un petit peu païen en fait. Tout le pagan. Par exemple, il y a Sandragon, un groupe de potes qui avait repris la BO de Game of Thrones, quoi. Et c'est génial, la version était absolument géniale. Donc, et le jeu de rôle, pour moi, c'est une suite totale de ce qui est. Effectivement, c'est pas nouveau, c'est une continuité de ce qu'avait créé Tolkien. Il y a JRTM, donc les Terres du Milieu, AD&D, donc ça c'est les deux gros fantasy d'origine, quoi. Et puis derrière, pour le métal par exemple, il y a eu pour moi, il y a Shadowrun qui va être une espèce qui va faire évoluer justement tout le truc un peu fantasy, le mélanger avec les technologies modernes. Matrix a aidé aussi, donc du coup à mélanger à chaque fois un peu d'électro et Rage Against the Machine, tous ces trucs-là. On fait en sorte de fédérer différents courants musicaux. Ce qui fait que pour moi, il y a clairement une identité coquette et une identité musicale, même si elle est multiple, et le jeu de rôle, il n'y a aucun doute là-dessus. Et j'ai l'impression que les cheveux longs aidant pour les semi-réels ou même pour s'imaginer dans la peau d'un personnage, à part quand on est semi-orc, encore, j'ai l'impression que oui, il y a forcément une corrélation métal jeu de rôle. Bon là, d'évidence, je tiens quelque chose, hein. Mais la question demeure. Qu'est-ce qui fait que les rôlistes et les métalleux, ce sont les mêmes personnes? Bon, je vous arrête tout de suite, hein. Je vais pas vous faire un suspense à la con, j'en sais rien du tout en fait. Mais j'ai 2-3 pistes. Pour commencer, les univers qui nourrissent les artistes métal et les rôlistes. Hein. Caracolant en tête, Tolkien, hein, la Terre des Milieux.
qui a influencé les rôlistes depuis ce qui me semble une éternité. Le geekisme, à moins qu'on dise la geekation, enfin bref, c'est un microcosme. Voilà. Donc pour résumer, tu aimes des mondes que tu lis en roman, et tu joues des parties de jeux de rôle avec tes amis dans ces univers pour te raconter des histoires. Et puis d'un coup, tu écoutes de la musique métal qui parle de ces mêmes univers qui te passionnent. Et puis bah après, tu regardes une série qui utilise les musiques métal que tu aimes, qui parlent des mondes. Et c'est une espèce de cercle vicieux comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas clair? Ouais. Bref, je m'égare un peu. J'arrive pas à avoir un lien direct entre le métal et le jeu de rôle. Mis à part pour l'instant les mondes imaginaires. Ah si, il y a un point qui peut être soulevé. Croc. Pas le beau, hein. Enfin, je vous en parle de ça un jour. Non, le créateur de jeux de rôle. Le gars que j'ai eu la chance de croiser à la Gen Con de 2005, là, pour le championnat d'Europe d'Heroclix. Oui, Heroclix, il faudrait que je vous en parle aussi de ça. C'est une vraie boîte de Pandore, cette vidéo. Croc, donc, qui méritera son propre épisode à un moment ou un autre, où j'arriverai à sortir la vidéo un petit peu plus vite qu'une fois tous les 6 mois. Bref, le créateur de jeux de rôle français. Vous le connaissez forcément, In nomine Satanis, Magma Veritas, Stella Inquisition Russe, Bitume, Animonde, Nightcrawler, Bloodlust, je sais pas moi, non? C'est du lourd quoi. Eh ben Croc, c'est un fan de métal, de Slayer notamment, mais pas que. Et du coup, tous les jeux de rôle qu'il a créés sont très légèrement teintés de métal ou de heavy metal. Voilà. Ce qui implique peut-être que les premiers rôlistes ont été influencés par le métal en France. Ou alors c'est l'inverse. Peut-être que ces jeux ont eu du succès parce que les rôlistes se retrouvaient dans l'univers qu'ils créaient parce qu'ils aimaient le métal. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est ta question? Alors dis-moi, est-ce que tu as déjà pratiqué le jeu de rôle? Oui, j'ai pratiqué le jeu de rôle. Comme je t'ai expliqué, du coup, ça fait très bizarre de parler avec ce truc. J'ai commencé très jeune, grâce à mon frangin qui est très vieux. Non, je déconne. J'avais commencé par In Nomis Satanis, qui était très très bon, l'histoire des anges et des démons, et on doit se faire le plus discret possible sur Terre, enfin c'était génial. Star Wars, la première édition qui était sortie, dans le début des années 90 je crois, enfin milieu 90, je sais plus. Et 88 bah, quoi, voilà. Donc je suis arrivé bien en retard du coup, je disais le premier mais... Et le troisième c'était Polaris, tu me disais, voilà. Alors Donjons et Dragons j'ai découvert bien tard, il y a pas si longtemps que ça, et qui est pas mal du tout. Mais voilà quoi, c'est une culture où... dans les années 80, voilà, c'était le rendez-vous du week-end où je voyais mon grand frère avec les bouteilles de Sprite, le Canada Dry, les chips et tout, en mode on a sorti les dés de 20, les dés de 3, les dés de 4, les dés de machin, et il restait pendant des heures. Je comprenais pas quand j'étais gosse, et la première fois où j'ai essayé ça, justement, où j'ai été initié par les potes de mon frangin, mais c'est génial. L'imaginaire, il fonctionne à puissance 4000, tu te fais ton propre personnage, pour moi c'est un peu, quelque part c'est un peu l'origine limite du jeu vidéo, genre t'incarnes le personnage, tu le vis, sauf qu'au lieu d'avoir quelque chose qui te montre ce que t'es, tu l'imagines quoi, il n'y a pas de limite. Et quand t'as un bon maître des jeux, mais là c'est l'extase quoi, le bon maître des jeux qui te met dans les ambiances, tu vois, un peu comme là je vois en ce moment Stranger Things, la série, tu vois le mec il est complètement ouf, là il gueule, tu sais, il est ah non, il arrive, il est là. Voilà, là c'est le top. Croc donc c'est une espèce de geek étalon. Voilà, vraiment, c'est la définition du geek. On l'encadre, on met geek en dessous, comme ça on sait comment les reconnaître. Et même pas, j'ai un immense respect pour lui. Hein. Franchement, il a énormément contribué au développement du jeu de rôle en France. Hein, même si tout n'est pas parfait et que c'est très largement discutable, on y reviendra, mais oui, c'est un grand monsieur du jeu de rôle. Hein, mais être geek dans les années 90, c'est tout sauf cool, hein, c'est comme synonyme de binoclard, tête d'ampoule ou nul au foot. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont tous certainement capables de s'annoncer geek de foot. Geek et foot dans la même phrase, c'était incompatible dans les années 90. Hein.
pour remplacer foot par rugby ou n'importe quel sport un peu viril. En même temps, geek, binoclard, intello, est-ce que c'est si faux que ça? Et ben ça, je suis pas sûr. Est-ce que vous savez qu'une étude récente a prouvé qu'on écoute de la musique en fonction de son quotient intellectuel? Son intelligence, on va dire, pour résumer. En moyenne, hein. Et ben, figurez-vous que plus la personne est intelligente, plus elle écoute une musique qui se complexifie. Que dire des gens qui écoutent de la musette? Elle était un peu facile celle-là, je suis désolé. Mais bon, moi j'aime pas la musette. J'ai été effarouché pendant des années par la musette. Oui, bah faites pas vos malins, parce qu'on vous traînerait tous les samedis après-midi dans une salle polyvalente de quartier pour écouter Jojo et son orchestre reprendre mal des airs de musette pendant que toute la semaine est en train de picoler du pinard et qu'il y a 2 personnes bourrées qui dansent au milieu. À l'époque, il n'y avait pas de Game Boy, enfin j'en avais pas en tout cas, il n'y avait pas de téléphone pour geeker, il n'y avait rien. Donc les après-midi étaient un peu longues. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que s'enfiler un bouquin de 400 pages, apprendre toutes les règles complexes de jet de dés, de règles, de modificateurs, etc., pour faire jouer tous ces petits camarades des pleines campagnes de jeux de rôle tous les midis, les samedis, les soirs, voilà, quand on a 10 ans, et ben c'était quand même pas non plus à la portée de tout le monde, hein, avec le respect que je dois à tout le monde, c'est pas ce que je veux dire, mais oui, il y avait quand même une petite corrélation, comment dire, genre dégourdi, jeu de rôle. Il y a juste à relire hein, les bouquins d'époque, fallait avoir l'envie, quoi, tu vois. Ça a bien évolué depuis, hein, notamment début 2000 avec tous ces jeux de plateau, notamment la vague allemande, et puis tous ces jeux de rôle qui sont sortis avec des règles extrêmement simplifiées, ont permis à plein de gens d'accéder aux jeux de rôle. Encore que, sur Facebook, on trouve des brouettes entières de gens qui disent « Au secours, j'ai acheté le kit d'initiation de Donjon 5, est-ce que quelqu'un va m'expliquer ?» Ce que je peux comprendre, c'est quand même... voilà, c'est quand même le jeu de rôle, ça, c'est pas si facile que ça d'accès. Hein. On me l'a servi des dizaines de fois, mais c'est compliqué ton truc, là. Voilà, on peut pas juste aller jouer avec un ballon, ou je sais pas... aller tirer sur des boîtes de conserve, c'est compliqué, les CD sont bizarres. Ça, on l'a sorti plein de fois. J'avais même un ami qui s'appelait Franck, qui avait acheté une belle boîte de RunQuest toute neuve et tout, il a ouvert le premier bouquin, il est compliqué, il l'a refermé, il a jamais joué. Voilà, alors ça fait le bonheur des collectionneurs, hein, parce que du coup, on en trouve. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu beaucoup moins de releases que de jeux vendus, en fait. Hein. Bon, pour parler métal, moi, je suis exclusivement métalleux. Depuis tout petit, j'écoute que ça. Voilà. Ça a été l'escalade. Après Iron Maiden, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu Guns N' Roses, Metallica, Megadeth, voilà, et ça a été l'escalade. Et somme toute, c'est assez classique tout ça. C'est même considéré comme mainstream aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était un peu les seuls que je pouvais écouter. Ah, la grande époque. Alors, dans la famille, c'était mieux avant, j'irais pas mettre l'accès à la musique, hein. Déjà que mon argent de poche ne suffisait pas à m'acheter des suppléments de jeux de rôle, vous imaginez bien que j'avais absolument pas de quoi de m'acheter des albums de musique. Hein. J'avais bien un lecteur de CD Sony, un super beau lecteur de CD d'ailleurs, que m'avait offert un tonton qui était camionneur et qui l'avait vu malencontreusement tomber du camion. Donc, bon, j'avais ça pour écouter de la musique, et puis bah un CD, hein, les Greatest Hits 2 de Queen, que m'avait prêté Yo-Yo le Berserker. Voilà, enfin, surtout c'était assez restreint comme univers musical. Je vous rappelle, pas d'ADSL, pas d'internet, même pas de MP3 d'ailleurs, à l'époque c'est venu plus tard. C'est venu 96, 17, ouais, un truc comme ça. Et du coup, du coup, l'accès à la musique, c'était attendre comme des cons, avec le doigt sur le bouton enregistré d'un combi hi-fi à l'époque, hein, ça se faisait, vinyle, 2 lecteurs de cassette, un lecteur radio, que ça. Alors, on mettait la radio, on essayait de choper une radio qui était à peu près propre, sans faire en plein milieu des morceaux. On mettait une cassette dedans, qui était prête à enregistrer. Et puis quand le morceau qu'on voulait absolument avoir sur sa compile passait, on lançait. Donc ça impliquait un petit peu des brouettes de cassettes de compile qui avaient des morceaux avec comme fond, de temps en temps, un petit bout du début qui manque parce qu'on n'a pas des réflexes de ninja,
Et parfois même qui, avant la fin, avait un commentateur qui disait « Eh, bienvenue sur Radio machin truc !» Parce qu'on faisait des compiles, voilà, c'était ça la musique. Hein, et c'était surtout que des morceaux qui passaient à la radio. Alors, le métal underground, inutile de vous dire que sur RFM et pas Rire et Chanson à l'époque, mais sur RTL, qui était à l'époque, il n'y avait pas du tout ce genre de choses. Ah si, on avait Fun Radio et Skyrock, qui faisaient croire qu'il y avait un rapport avec le rock, surtout un rapport avec la musique de Blaireau. Enfin, pour moi, ce qui était de la musique de Blaireau, qui faisait que je mettais pas de cassette préenregistrée sur Skyrock, hein, ça je vous le garantis. Un petit peu plus sur Fun. Ils ont passé du Soundgarden, du Green Day, Metallica quand le Black Album est sorti. Enfin bref. L'accès à la musique, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. En plus, si vous aviez le pognon pour acheter un CD, vous saviez qu'un groupe existait, ce qui n'était pas gagné, hein. Sérieux, hein. Je veux dire, savoir que ça existait, et ben, fallait comme aller chez un petit disquaire spécialisé. Nous, à Clermont-Ferrand, c'était Spliff. C'était un petit magasin qui était dans une petite rue tortueuse, et qui vendait que des albums de rock, de punk, de métal, enfin tout ce qui est musique type Hellfestienne, quoi. Et fallait aller là, voilà. Et puis alors, si t'arrivais à décrypter le nom du groupe, à comprendre ce que le logo voulait dire, de savoir ce que c'était comme genre, parce qu'à l'époque, la différence entre du death metal mélodique et du post-punk trash, donc en fait, c'était très compliqué. Donc les seuls groupes qu'on arrivait à lire, c'était que des groupes dont le nom finissait par A, quoi. Donc Metallica, Angra, Pantera... Bref. Heureusement qu'on avait notre pote Wookie, qui, avait du pognon, lui, et deux, faisait tout ce travail là de recherche et de décortication de groupes, hein, qui nous a permis de découvrir 2-3 trucs sympas, qu'on écoutait pendant nos parties d'Illuminati qu'on faisait les samedis après-midi. Ah oui, je ne vais pas parler d'Illuminati non plus. Ça faudra aussi que je vous en parle. Et disons, ça fait 4 sujets supplémentaires à sortir dans une seule vidéo. J'ai jamais m'en sortir, moi. Enfin bref. Jeu de rôle, oui. Alors, Donjons et Dragons, Cyberpunk, ça va être Shadowrun pour ceux qui aiment la magie en plus du Cyberpunk. Ça va être du Vampire, la Mascarade. Ça va être du Warhammer. Ça va être quoi? Ça va être... de manière plus éclectique, on va également parler des Royaumes oubliés, on va également parler de Lance Dragon pour ceux qui connaissent. Voilà, et puis tout le quanti, hein. T'aimes quelque chose? Fais un jeu de rôle dessus, ça se passera très bien. T'aimes Avatar et Dernier Maître de l'Heure? Il y a plein de jeux de rôle qui commencent, Harry Potter, Star Wars. Ouais, parce que c'est de l'extrême, c'est quelque chose qui est mal considéré, qui est mal vu. Traditionnellement, on a eu nos profs qui étaient assez costauds, que ce soit sur le métal, que ce soit sur le JDR. C'est pas M6 qui va nous aider là-dessus. C'est une communauté qui est passionnée, qui est dans l'extrême en tant que goût, dans l'extrême en tant que visuel, dans l'extrême en tant que construction. Et c'est pour ça que le jeu de rôle a pas mal de points de commun effectivement avec le métal. De plus, les thèmes qui sont abordés, que ce soit de la fantaisie, que ce soit de l'horreur, que ce soit de la religion, que ce soit de la perversion ou au contraire de la parodie. Tous ces thèmes-là vont se retrouver dans le jeu de rôle. Le jeu de rôle, quelque part, est une catharsis, le métal également. Voilà. Pour aller dans le sens rôliste métalleux, il y a un autre deuxième point, qui pourrait expliquer qu'il y ait autant de métalleux parmi les rôlistes. C'est ce que j'appelle le cumul des peines. Cherchez pas sur Google, c'est un truc que je viens d'inventer. Hein. C'est-à-dire que, quitte à pas du tout être sexy et intéressant pour la population, parce qu'on fait du jeu de rôle, on s'intéresse aux ordinateurs, on connaît des séries où on parle Klingon, etc., quitte à être classé naze, autant écouter de la bonne musique, qui ferait qu'on aurait été classé naze aussi à l'occasion. Donc, bah ouais, quitte à avoir tout perdu, autant y aller à fond, on fait ce qu'on veut. On y va, on écoute de la bonne musique, on regarde des bonnes séries, on fait des activités intéressantes, on lit des bons bouquins. De toute façon, quoi qu'on fasse, on va être naze. Ça se tient comme théorie, non? On pourrait, je pense, dire que le jeu de rôle et le métal s'adressent au même groupe socio-culturel, en fait. C'est parallèle. Enfin ça, c'était avant. Hein, parce qu'aujourd'hui, geeker, ça veut un peu tout et rien dire, quoi. On geek quand on joue à Angry Birds sur son téléphone. Angry Birds, c'est un truc de boomer, ça. Disons, voilà, Clash Royale ou autre, c'est même encore un truc de vieux, ça. Tu joues à quoi les jeunes aujourd'hui? Ah oui, Tinder. Moi, pour dire, les jeunes, ils m'ont carrément classé nerd, avant de me foutre dans qu'est-ce que c'est que ce truc. Dans pas longtemps, je vais me prendre un bon gros boomer des familles, je vous explique même pas.
Eh ben tant pis, je monterai sur le toit d'un mobil-home hein, avec une guitare, puis je ferai un bon petit métalloche, hein, histoire de rester un petit peu cool. Les groupes de métal ont un rapport avec le jeu de rôle. Pas tous, mais certains, c'est une évidence. On peut citer par exemple Metallica. C'est le truc le plus classique, mais il paraît qu'ils ont écrit Call of Cthulhu après que Kirk Hammett ait fait une partie du dit jeu de rôle Call of Cthulhu. Hein. Voilà, par exemple. Mais c'est pas les seuls. Blue Oyster Cult, par exemple, ont fait écrire des paroles de certaines de leurs chansons par Moorcock. Voilà, le rapport à Elric. Les groupes de power metal, metal symphonique, speed metal, hein, qui est une variante du power metal, bon, eux, c'est sûr, il y a même certains groupes qui le revendiquent. Mais du côté punk, metalcore, c'est moins évident quand même. Hein. En black, il y a The Great Old One, qui fait directement référence au culte de Cthulhu, alors là, pas de doute, hein, on est en plein dedans. Après, moyen. Pas par rapport avec le jeu de rôle culte hein, qui a vraiment c'est pas concluant quoi. Par contre on a carrément un style qui s'est monté qui est le Tolkien Metal hein. Et oui, c'est carrément un style qui existe, un des groupes qui écrivent sur les terres du milieu, les aventures qui ont lieu, etc. Là il n'y a pas de doute hein. Même si je pense que le succès de ce style tient plus de la trilogie de Peter Jackson que du jeu de rôle en fait. Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport direct, corrélation n'est pas causalité, mais par contre, effectivement, c'est des cultures où il y a une grosse intersection, on va dire. Et vous ? Bah, je vais dire exactement la même chose, c'est que c'est ces gens alternatifs qui s'intéressent un peu à plus que le mainstream et qui du coup se retrouvent entre eux et forcément il y a beaucoup de métalleux qui sont intéressés aussi par les cultures un peu... Il y a beaucoup de cultures justement qui se rejoignent avec le métal et le côté geek. Hein. Enfin, je pense que oui, en effet, il y a... Comme tu dis, peut-être pas clairement, mais nous on a juste remarqué quoi. Mais après je me dis aussi que quand justement comme c'est les gens qui sont peut-être un petit peu, qui ont peut-être été un peu isolés quand ils étaient jeunes, et qui se sont trouvés un groupe d'amis dans une culture un peu alternative, c'est plus facile de faire découvrir ses passions à ses amis proches. Donc même si initialement ils n'étaient pas très jeux de rôle ou pas très métal, s'il y a d'autres amis qui étaient eux métal ou eux jeux de rôle, ça a permis de faire croiser à force quoi. On ne peut pas boucler cette vidéo sans parler un minimum de Rotting Christ, par exemple, qui est un jeu de rôle sur l'univers du métal. Un des seuls univers musical qui a été mis en jeu de rôle. Je ne peux pas dire, je pense, le seul. Il y a un peu de musette dans Raoul, mais c'est à peu près tout.
hein, ni mettre sous le tapis, par exemple, Brutal Legend, un super jeu vidéo sur l'univers métal, ni même Double Kick Heroes, excellent, je vous conseille. Mais au final, il n'y en a pas tant que ça. Un peu comme si un jeu de rôle sur le métal faisait un peu doublon. Genre une assiette de chantilly à la crème, supplément chantilly. On n'a pas parlé de Guitar Hero spécial Metallica, non? Ah bah là, c'est fait du coup. Oui, parce que s'il y a bien un domaine dans lequel le métal excelle, c'est la bande-son des jeux vidéo, hein, violents pour la plupart. Guitar Hero a tiré le ticket gagnant avec ses éditions métal. Ils ont d'ailleurs très largement contribué au succès de Dragon Force. Pour conclure ce gros épisode, que dire? Le métal et le jeu de rôle se côtoient très largement, ça c'est sûr. Pour certains styles, c'est même très net. On peut citer des groupes comme Blind Guardian, Hammerfall, Rhapsody, Nightwish, qui possèdent de très nombreux rôlistes dans leur rang. Pour d'autres, rien n'est moins sûr. Black, core, punk, etc. Il y a clairement un effet de groupe socio-culturel. Des gens qui ont fait des études supérieures ont statistiquement plus de chances de faire du jeu de rôle. Ils ont aussi statistiquement plus de chances d'écouter du métal. Du coup, ça gonfle les chiffres. Le festival se termine. J'ai vu plein de groupes. J'ai pris plein de flottes sur la gueule. J'ai mangé plein de cochonneries. J'ai bu, somme toute, pas tant de bière que ça. J'ai interviewé plein de gens, ça c'est sûr. J'ai chopé le mal de dos du siècle. Bref, il est temps de plier les gaules et de rentrer dans mon antre. Voilà pour moi, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous. Abonnez-vous et partagez, s'il vous plaît, c'est très important pour faire vivre la chaîne. Voilà, je sais que je fais pas beaucoup de vidéos, mais quand je fais des vidéos, quand même, je m'applique. Donc, partagez. Et puis, si jamais vous aimez pas, partagez avec quelqu'un que vous aimez pas. Hein, on va pas se faire... À bientôt pour de nouvelles aventures dans une nouvelle vidéo. D'ici 2027, ça devrait être prêt. Vous savez comment on appelle le mec qui suit tout le temps les musiciens? Le batteur.